Coucou. Coucou, bonjour et bienvenue sur la chaîne Data qui est Chouette. une chaîne dédiée à la présentation de services data. Nous sommes en compagnie aujourd'hui de Julien et de Marc pour vous parler du format Iceberg, maintenant disponible, on va le voir dans Microsoft Fabric. Oui, alors avant de parler tout de suite de Iceberg, Romain, ce serait bien qu'on déjà on essaie de comprendre un petit peu le concept du lakehouse et pourquoi on en arrive à ça. Et donc peut-être que ce serait bien que tu nous présentes tout simplement. Très bien, regardons ça. On ne présente plus le lakehouse qui permet de stocker toutes les données d'une organisation, qu'elles soient structurées ou non, tout en offrant une capacité de gestion et d'analyse des données performantes. Alors, l'un des principaux avantages du lakehouse est sa flexibilité, notamment en intégrant des données variées provenant de différentes sources de données. Il devient possible d'ores et avant de faire des analyses complexes et de répondre aux besoins changeants de l'entreprise. Donc, le lakehouse optimise aussi les coûts de stockage, puisqu'on va stocker les données dans des formats généralement ouverts, et on en parlera, et des technologies de traitement distribuées. Alors, une autre force majeure du lakehouse, c'est sa capacité à garantir la qualité et la gouvernance des données, on en parlera, et les entreprises peuvent aussi mettre en place des contrôles rigoureux pour la gestion des données, tout en assurant leur accessibilité et leur sécurité, ce qui n'était peut-être pas possible auparavant juste dans les lakes. Alors, enfin, le lakehouse favorise l'innovation en facilitant l'exploration et l'exploitation des données par des outils d'intelligence artificielle et de machine learning. Alors, si on commente un peu le schéma à gauche ici, on voit qu'on a différentes formes pour traiter, analyser les données. Puis, on voit au milieu une couche de transaction layer de métadonnées, de transactions log, puisqu'on va pouvoir supporter l'acidité des transactions. Et enfin, en bas, on retrouve une couche de stockage. Là, on va stocker nos données souvent, et on en parlera, au format parquet. Merci Romain pour cette présentation. Dans ton schéma, je vois qu'en rose pâle, on a les fichiers Parc, ORC, Avro et File. De quoi il s'agit? Eh ben, c'est justement ce qu'on va voir ensemble dans la prochaine slide. Puisqu'on a vu le lakehouse représente une avancée significative dans la gestion des données, alliant flexibilité, performance et gouvernance, finalement pour répondre aux défis actuels et à venir des entreprises. Mais il y a plusieurs ombres au tableau. On peut commencer, et j'en passerai forcément, mais parler des performances, on n'égalera jamais un warehouse en tant que lecture dans un lakehouse. Ou encore un sémantique model. C'est d'ailleurs pour cela qu'on retrouve dans les architectures le plus souvent des lakehouse, c'est pour la partie de serving layer des warehouses ou encore des modèles Power BI. Une autre ombre au tableau, c'est le format de stockage. Et donc, on y vient à la réponse à ta question. C'est bien que les éditeurs, pour la plupart, se sont appropriés des formats de stockage qui restent ouverts, comme Delta, Iceberg et Woody. Ils sont devenus open source en 2017 jusqu'à 2019. Et ces formats de stockage fortement compressés ont tous un mode de gestion de leurs métadonnées qui est différent. Donc ici, on voit à quoi ça ressemble pour chacun de ces différents modèles. Mais comment on fait un petit peu pour gérer tout ça? Je me pose la question quand même. Eh bien, regardons la prochaine slide. Finalement, on se retrouve avec ces différentes gestions de fichiers parquet, puisque le plus souvent, on utilise le format parquet, mais on a vu des gestions de métadonnées qui diffèrent par rapport à ces différents formats. Donc le format parquet, rappelons, c'est un format open source conçu pour le traitement massif de données. Il est spécialement conçu et optimisé pour les lectures rapides et permet de réduire les coûts de stockage puisqu'on va fortement compresser les données par colonne. Cette approche améliore les performances des requêtes analytics, c'est ce qu'on veut, hein, en ne lisant finalement que les colonnes nécessaires. On est un peu sur le système du column store. Bah, tout à fait, tout à fait. La question maintenant, c'est alors que les fondamentaux ne sont pas si différents entre ces différents formats, qu'on a en dessous le format parquet, Hmm. lequel choisir? C'est une bonne question ça. Alors regardons la Parce que slide d'après. Donc, on va pouvoir voir des tas de comparatifs sur le net. L'un est plutôt performant pour certaines tâches, l'autre aussi. On ne va pas rentrer dans ce détail ici, parce que finalement, aujourd'hui, le mieux, est-ce que ça ne serait pas de ne pas avoir à choisir? Alors, si on passe sur la slide d'après, c'est ainsi qu'est né Xtable,
pour une interopérabilité transparente entre les tables Apache Hudi, Delta Lake et Apache Iceberg. C'est-à-dire que finalement, chaque query, enfin chaque engine type Snowflake, Fabric, seront capables de lire finalement les fichiers les uns avec les autres ou les uns par rapport aux autres? Comment ça va se passer? C'est l'idée, c'est qu'on a une complète interopérabilité entre ces différents formats et qu'on ne sera pas, alors qu'on a commencé à travailler dans un format, obligé de le copier, transformer les données pour pouvoir les lire avec un autre outil. Et ça évite de passer par des ETL pour retransformer les données et utiliser un format unifié. En fait, peu importe le format, on va arriver à se débrouiller. C'est ça que tu es en train de nous dire. Tout à fait. Imaginé en février 2023, comme on le voit, par une société qui s'appelle OneHouse. Et Microsoft, on le voit, s'est très rapidement rallié à ce sujet en mai 2024 pour, en mai 2024, annoncer le support du format Iceberg dans Microsoft Fabric. Donc, ça a été annoncé à la build en 2024 et le partenariat élargi avec Snowflake va permettre donc un accès bidirectionnel aux données entre Snowflake et Microsoft Fabric afin de permettre donc à nos clients d'unifier leur patrimoine de données. Je confirme que ça, c'est une feature qui a été beaucoup attendue par nos clients. On a beaucoup de clients qui utilisent Snowflake et qui font de la data viz avec Power BI et ils cherchent aujourd'hui un moyen, sans copier la donnée, de pouvoir interagir entre les deux technologies. Donc, une des grosses nouveautés qu'on a eues à la build, justement, c'est l'interopérabilité avec Fabric et Snowflake. En fait, maintenant, le OneLake va supporter Iceberg, ainsi que le format Delta Parquet. Et ça, c'est top parce qu'on va pouvoir avoir des données Snowflake qui pourraient être stockées à la fois d'un côté au format Iceberg dans le OneLake. Donc ça c'est top. Et puis on peut avoir des données qui peuvent être écrites par l'un ou l'autre des plateformes, par l'une ou l'autre des plateformes, que ce soit Snowflake ou Fabric, ça sera disponible dans les formats Iceberg et Delta dans le OneLake. Donc, d'un côté ou de l'autre, on peut travailler sans souci et on peut vraiment communiquer. Et Snowflake peut lire n'importe quel artefact Fabric aussi dans l'autre sens. Comme je viens de le dire, l'une ou l'autre peut communiquer dans le OneLake. Donc, c'est grâce au OneLake en fait qu'on va avoir tout ça. Et donc, bah, le gros avantage de ce qu'on vient de se dire là, c'est qu'on va pouvoir introduire voilà, des shortcuts. Je suis dans le cas où j'ai des données qui sont sur OneLake et comment pouvoir échanger entre les utiliser par Snowflake et les utiliser par Fabric. Avec, quand on dit Fabric, c'est Ça va évidemment pour pouvoir pouvoir échanger entre les deux. voilà, et également pouvoir profiter finalement de Fabric pour avoir des workloads différents et utiliser toutes les fonctionnalités de l'outil. Très bien, donc Marc, tu nous montres ça en démo? Oui, alors dans la démo, dans le scénario qu'on va avoir, c'est que je vais depuis Snowflake créer une nouvelle base de données. Donc cette base de données-là, elle va hoster les données sur un stockage OneLake. Donc comme on l'a vu tout à l'heure avec Julien, ce sera au format iceberg et via des shortcuts. Donc petit inconvénient aujourd'hui, dans l'UX de Snowflake, on ne peut pas le faire encore via l'interface. Donc il va falloir faire un peu de setting avec du code pour pouvoir mettre en relation finalement le stockage Iceberg qui est sur OneLake et du coup Snowflake qui va être on va dire à la création de tous ces objets-là. Donc la première chose, hein, pour vous êtes familiarisé aujourd'hui avec Fabric, on va aller démarrer notre capacité. Alors le point important, c'est qu'au niveau de la location, on doit être au même endroit entre Snowflake et OneLake pour que ça fonctionne. C'est-à-dire que je me suis mis sur la même région. C'est-à-dire qu'on est au UK des deux côtés. Donc ça, c'est important pour pouvoir Ouais, faire on peut fonctionner. comprendre que c'est un prérequis vu la latence pour vouloir diminuer la latence réseau entre les deux aussi, hein. Complètement. Donc une fois que j'ai fait ça et que j'ai bien seté mes deux environnements, je vais aller créer mon workspace qui pointe du coup sur ma capacité côté fabrique qui est au UK. Donc là, je leur montre bien. Pareil, on l'a vu encore, mais c'est pareil pour Snowflake. Et là, je vais créer mon lakehouse, parce que comme tu l'as dit tout à l'heure, Romain, dans l'introduction, le réceptacle va être le lakehouse. Donc au-dessus de OneLake, il y a un lakehouse, et ce lakehouse-là va héberger ces fichiers Iceberg qui vont être créés côté Snowflake. Donc on peut se mettre dans des scénarios où la couche par exemple, la couche de reporting, la couche Gold, côté Snowflake, pourrait pointer par exemple sur du stockage OneLake pour faire du direct lake ou de ce genre de choses. Voilà.
Donc là, une fois que j'ai créé tout ça, là, je suis sur la documentation qui a annoncé le partnership qu'on a vu tout à l'heure avec le format Iceberg et la lecture possible côté Microsoft Fabric des données Iceberg. Et là, on a tout le setting qu'il va avoir à faire. Donc là, on revoit ce qu'a présenté Julien avec les stockages et les métadonnées qu'il va se mettre pour les shortcuts. Et ici, vous allez voir, on va avoir le code à récupérer. Donc, on va créer ce qu'on appelle des external volumes dans Snowflake, qui n'est pas à confondre avec le staging Snowflake qui permettrait d'aller récupérer, par exemple, avec un blob storage, des données côté storage à compte. Là, on est vraiment dans une imbrication entre les deux où il va falloir valider côté sécurité qu'on a le droit d'aller récupérer les données. Voilà, donc ça, c'est important. Donc, comment on va faire ça? On va mettre le workspace ID et le lakehouse pour pouvoir, on va dire, autoriser Snowflake à aller venir écrire sur OneLake. Parce que côté sécurité, on est en lecture-écriture, hein, je rappelle, puisque l'idée, c'est d'aller non seulement lire les données qui sont sur OneLake par Snowflake, mais il va falloir aussi pouvoir écrire dessus pour créer, à chaque fois qu'on va aller créer des objets. Donc, important de mettre le tenant ID également. Donc, une fois que j'ai fait ça côté Snowflake, je vais avoir ce qu'on appelle un external volume. Et en retour, Snowflake va me donner le user qu'il va falloir aller autoriser pour avoir le consentement côté fabrique. Pour faire ça, il va me donner une URL. Donc là, j'ai récupéré ce qu'il m'envoie. Et là, on voit bien qu'il y a ce fameux Azure Content URL qui va me permettre d'aller finalement autoriser le user Snowflake côté fabrique. Donc pour faire ça, c'est assez simple, je me log en tant qu'administrateur et vous allez voir, quand je vais mettre cette URL, on va me demander de me loguer en tant qu'administrateur. Bon, là, donc c'est ce que j'ai là. Donc moi, je suis administrateur avec c'est mon compte admin. Et une fois que j'ai fait ça, voilà, j'ai eu ce consentement. Et dans mon workspace, côté maintenant fabrique, je vais devoir aller autoriser ce nouvel utilisateur à être en lecture-écriture. C'est ce que je vais faire là. Voilà. Donc là, on voit bien que on va récupérer le user qui est là. Il est juste avant le underscore. Voilà. Donc c'est le app name. Donc c'est ce user-là que je vais aller autoriser côté fabrique. Voilà, donc dans mes workspace settings, hein, comme vous avez l'habitude d'aller dans les workspace settings pour ajouter vos utilisateurs, et ben là, je vais dans Manage Access, donc je vais aller récupérer, enfin ajouter le user. Alors là, moi, je l'ai mis en tant qu'admin, mais je pourrais le mettre en tant que member, ça passerait de la même façon. Voilà, je l'ai mis en tant que member, autant pour moi. C'est un peu, voilà. Donc, une fois que j'ai fait ça, c'est prêt. Je vais pouvoir aller tester côté Snowflake que j'ai bien accès à l'écriture. Donc, cette commande-là me permet de tester l'accès et pour voir si il va faire une sorte de, il va aller tester un fichier, il va voir que tout fonctionne bien. Voilà. Donc là, j'ai bien la mention past qui est appliquée, donc ça fonctionne bien. Maintenant, qu'est-ce que j'ai à faire? Bah, uniquement, allez dire, je m'arrête là parce que c'est intéressant. Donc, je vais créer une première table iceberg, alors qui est une table qui a un sample, hein, mais l'idée c'est de voir que mon stockage fonctionne bien et que je peux bien écrire dedans. C'est-à-dire que je vais aller créer une table avec deux champs. Donc là, on est bien sur une external table et dedans j'ai ces deux champs-là et vous allez voir qu'il y a ce base location. Base location, ça va être le répertoire côté OneLake qui va me permettre de stocker les données. Donc, je pourrais en créer autant que je veux, puisque j'ai la main et que j'ai des droits pour écrire. Et donc, ça veut dire que je peux créer autant de tables que je veux, avec autant de dossiers que je veux, pour stocker côté OneLake. Donc, c'est ce qu'on va faire là. Et du coup, tu pourrais stocker aussi dans plusieurs OneLake. Je pourrais stocker dans plusieurs OneLake à partir du moment où ils sont sur la même région. Voilà, le prérequis, c'est Prérequis, vraiment c'est d'être dans la même région. la même région et d'avoir les droits en tant qu'administrateur pour valider la création du user Snowflake qui va avoir accès. Donc là, j'ai ma base de données Snowflake, on le voit. Et donc là, c'est ce que j'ai créé là. Et c'est dans cette base-là, on peut très bien imaginer, donc, comme je disais tout à l'heure, avoir une base de données Snowflake avec à la fois des external volumes, c'est-à-dire des tables qui pointent vers OneLake, mais aussi des tables qui pointent sur le propre stockage de Snowflake. C'est pas du tout incompatible. C'est à nous d'aller choisir ce qu'on a envie de faire. Donc là, j'ai fait un insert d'une ligne classique hein, pour remplir les informations qui sont dans ma table.
donc un insert into. Et vous avez la possibilité ensuite dans Snowflake, là je le fais pas, mais d'aller lire, de faire un select et d'accéder à cette table-là de manière transparente. C'est-à-dire que côté Snowflake, il y a enfin, on ne verra pas finalement si cette donnée est côté iceberg ou si elle est côté, enfin côté, pardon, si elle est côté, déjà, est-ce qu'elle est au format iceberg et surtout si elle est sur un repository côté OneLake. Voilà. Donc là, on voit bien que j'ai fait un select information, je suis passé vite, mais on a bien vu que le stockage était côté OneLake. Voilà. Donc si je rafraîchis, j'ai bien ce dossier iceberg qui a été créé avec notre table inventory. Donc on voit bien les métadonnées qu'a présenté Julien tout à l'heure, On est et bien en on voit bien format Avro, Parquet et JSON. exactement. Exactement. Et le fichier parquet. Et ce qui va être intéressant, c'est maintenant d'aller faire ce qu'on appelle un shortcut pour pouvoir voir la table et pouvoir l'utiliser avec toutes les possibilités qu'on a. Donc là, on est sur OneLake. Du coup, on va faire un shortcut sur le OneLake. On va aller sélectionner le lakehouse sur lequel on a pointé côté Snowflake. Donc on voit bien, hein, je suis toujours sur UK. Et donc là, voilà mes files et je prends ma fameuse table inventory que j'ai créée. Une fois que j'ai fait ça, j'ai gagné. Je vais pouvoir avoir la table iceberg et et qu'elle soit disponible avec les métadonnées qui vont bien pour pouvoir les lire. Et ça Voilà, sera transparent à l'end-user qui utilisera cette même table dans un sémantique modèle, alors que d'autres peuvent être écrits en mode delta, quoi. exactement. Exactement. Merci Marc pour cette présentation, c'était top. Ça nous permet de voir vraiment les shortcuts. Petite question, là on a vu que notre Snowflake il était hébergé sur Azure et que ça marche très bien. Mais si jamais notre Snowflake n'était pas hébergé dans notre cloud, est-ce que c'est possible de le mettre dans un autre cloud provider? Oui, tout à fait. Snowflake offre la possibilité d'hoster les fichiers iceberg via les external tables, les external volumes, pardon, à la fois sur GCS et aussi sur Amazon. Donc, aucun problème, même si on préfère que ce soit sur Azure. Voilà pour la démo. Donc là, comme vous le voyez sur le schéma d'architecture, on a mis en rouge finalement le lien qu'on a fait, c'est-à-dire qu'on a pris les données de Snowflake qui ont été écrites sur OneLake et on ne l'a pas montré ici, mais on aurait très bien pu faire un rapport sur Power BI directement au format Direct Lake sur ces fichiers Iceberg. Donc on se rend compte qu'on a différents moyens d'accéder et d'interagir avec Snowflake depuis l'environnement Microsoft Fabric. Ce serait pertinent qu'on fasse une prochaine vidéo où on benchmark un peu toutes ces capacités, ces possibilités pour voir lequel est le plus adéquat et les qualités et les défauts de chacun de ces moyens. Ça peut-être pour nous aider à comprendre l'architecture, savoir lequel va être meilleur au niveau de certaines performances, lequel prendre dans certains cas ou pas. Et donc c'est vraiment l'intérêt, ce serait bien d'avoir cette vidéo-là pour choisir la bonne techno au bon moment suivant l'architecture que l'on va prendre. Eh ben, préparons ça. On revient du coup avec cette vidéo bientôt. D'ici là, n'hésitez pas à vous inscrire à la chaîne et on vous dit à bientôt. N'oubliez pas la cloche et puis les petits pouces. Merci.